Bonjour, bienvenue à cette nouvelle webconférence UPV dont le thème aujourd'hui est les nouveaux CCAG en matière de marché public. Les CCAG, cahiers des clauses administratives générales, sont des textes types généraux fixant les conditions d'exécution de nature administrative applicables à une catégorie de marché public: travaux, fournitures et services, prestations intellectuelles, informatique, maîtrise d'œuvre et marché industriel. Les CCAG permettent de compléter les documents particuliers et notamment le CCAP, cahier des clauses administratives particulières. 6 nouveaux CCAG ont été publiés au journal officiel du 1er avril dernier. Ils sont en principe applicables au marché passé à compter de cette date. Ces nouveaux CCAG entraînent ou vont entraîner des changements dans l'exécution des marchés publics. Pour vous présenter et analyser l'importance de ces changements, l'UPV a le plaisir d'accueillir Maître Marion Taupenat, avocate au barreau de Toulon. Au cours de cette webconférence, Maître Taupenat abordera plus précisément le CCAG travaux, le CCAG fournitures et services et répondra à vos questions sur les autres CCAG. Maître Taupenat fera également un focus sur l'exécution financière et le règlement des différends. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Je vous souhaite une webconférence. Je passe la parole à Maître Taupenat qui, en introduction, va présenter l'apport des nouveaux CCAG. La parole est à vous. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, en effet, oui, je vais traiter donc des nouveaux CCAG qui vont devenir obligatoirement applicables à compter du 1er octobre prochain. Vous verrez que j'ai fait un focus surtout sur le CCAG travaux et CCAG fournitures courantes et services, mais que dans le CCAG travaux, forcément, on va parler du nouveau CCAG maîtrise d'œuvre pour voir un petit peu quels sont ses apports, puisqu'avant, les maîtres d'œuvre étaient rattachés au CCAG propriété intellectuelle. Au niveau des apports, vous pourrez constater que l'objectif c'est toujours le fameux objectif de simplification en fait des textes et de lisibilité pour les acheteurs et pour vous titulaires des marchés publics. Et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de traduction en fait de la jurisprudence administrative dans ces éléments, dans ces nouveaux CCAG. Et afin justement de vous permettre d'appréhender plus facilement l'exécution de vos contrats publics. Et puis on verra le versant, on va dire, un peu plus maladroit, qui est que évidemment ça crée de nouveaux petits nids à contentieux juridiques sur lesquels j'essaierai de faire des focus pour bien vous alerter dessus. Voilà, du coup on peut peut-être passer à la première diapositive. Qui est relative donc du coup au CCAG travaux, à son champ d'application notamment. Alors champ d'application du CCAG travaux jusque-là, bon ça vous connaissez tous très bien. Je me permets juste de rappeler qu'il s'agit uniquement des marchés qui vont s'y référer vraiment explicitement et on va pouvoir déroger à certaines dispositions de ce CCAG travaux, sauf celles qui sont d'ordre public. Donc toute la question est toujours de savoir quelles sont les dispositions d'ordre public ou pas, de façon à ce qu'on puisse y déroger ou pas. Ça, je vais tâcher de vous l'expliquer tout au long de la conférence. Mais pour vous donner un exemple très concret que vous, entreprise, malheureusement maîtrisez mal souvent, c'est la question du respect des délais, notamment dans le cadre de la gestion des différends. Ça, ce sont des délais incompressibles auxquels on ne peut pas déroger, auxquels il faudra que vous vous conformiez pour être sûr de faire valoir vos droits en tant que de besoin. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres et je vais essayer d'en développer d'autres tout au long de la conférence. Alors, la nouveauté du CCAG travaux, elle tourne autour notamment des ordres de service. Alors, les ordres de service, pour éviter un peu une déperdition de temps, désormais, vous ne les signez plus, on ne les signe plus. Ils vont être émis par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage. Et lorsqu'il est émis par le maître d'œuvre, il va y avoir une validation préalable par le maître d'ouvrage qui sera exigée notamment lorsque l'ordre de service, et c'est malheureusement souvent le cas, va entraîner une modification dans le cadre de l'exécution de votre marché, en termes de délai, de durée ou de montant. L'objectif ici, vous le voyez bien, c'est éviter justement l'absence de coordination entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, où parfois vous vous rendez compte que vous avez des stipulations qui sont un peu différentes de ce qu'exige le maître d'œuvre, et donc qui est une validation préalable par le maître de l'ouvrage de façon à ce qu'il n'y ait pas ensuite de contradiction au stade de la fin d'exécution du marché et que cela ne vous soit surtout pas reproché. Comment pouvez-vous faire lorsque vous pensez devoir contester un ordre de service? Donc, vous allez recevoir votre ordre de service. Et ensuite, vous allez avoir 15 jours pour le contester par notification vraiment avec accusé de réception au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.
Et si, Marion, et si on ne respecte pas ce délai de 15 jours? Alors là, il faut faire très attention, il faut vraiment vous imposer de le respecter. Parce que là, on entre vraiment dans ce qu'on appelle la forclusion. C'est un terme juridique qui veut dire que lorsque vous ne respectez pas le délai, eh bien, on considère que vous n'avez pas utilement contesté l'ordre de service. Et il est très important pour vous aussi de conserver la preuve de cette contestation. Donc, les mails, c'est pas suffisamment protecteur pour vous. Donc, faites un envoi par RAR, au moins vous êtes certain du caractère probant de votre contestation. Alors, je sais que ça vous rajoute de la paperasse, que c'est pas pratique, etc. Mais envisagez-le sur la phase ensuite potentiellement contentieuse ou difficile de paiement final du marché. Il faut vraiment que vous l'anticipiez de cette manière-là. Donc ça... Et puis après, une fois que vous mettez en place cette routine procédurale au sein de votre entreprise, elle est prise. Vous savez que la personne qui est gestionnaire, peut-être administrative, va être dédiée à ce point-là. La procédure est mise en place au sein de votre entreprise et il n'y a plus de problème à ce niveau-là, ça roule. Vous avez 2 cas particuliers qui sont ajoutés dans ce CAG Travaux et qui sont très importants, qui sont en fait le cas où vous formuleriez des observations qui vont être relatives à un risque d'atteinte à la sécurité ou à la santé, notamment de vos employés dans le cadre de l'exécution du marché, ou de dispositions législatives ou réglementaires. C'est-à-dire, vous vous posez la question concrète de le maître d'œuvre émet un ordre de service qui me paraît être contradictoire avec les règles de santé applicables. Qu'est-ce que je fais? Je présente des observations toujours dans mon délai de 15 jours. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est enfin acté dans le CCAG Travaux. Eh bien, si le maître d'ouvrage ne vous répond pas sous le fameux délai de 15 jours, eh bien, vous pouvez considérer, c'est écrit noir sur blanc dans le CCAG et ça fait partie des dispositions d'ordre public, eh bien, que vous n'êtes pas tenu d'exécuter cet ordre de service. Donc ça, c'est protecteur à votre égard. Attention, et c'est là où il y a un petit nid à contentieux, qu'est-ce que vous faites si vous avez une réponse du maître d'ouvrage, mais qu'elle n'est pas... extrêmement transparente, c'est-à-dire qu'il ne vous répond pas de manière satisfaisante. Là, on peut s'interroger parce que le CCAG ne prévoit pas que dans ce cas-là particulier, vous ne pourrez pas, vous pourrez justement opposer le CCAG et refuser d'exécuter l'ordre de service. Donc, ça vaudra peut-être le coup de revenir encore une fois, et je sais que c'est une déperdition de temps pour vous, mais qui vous protégera, et de dire, je considère que cette réponse n'est pas claire, et donc je vais faire application de mon CCAG travaux qui m'autorise à ne pas exécuter l'ordre de service. Ensuite, imaginons qu'on vous émette un ordre de service qui ne contienne pas, et ça arrive souvent malheureusement, qui ne contienne pas de valorisation financière. On vous propose une petite modification, on vous impose une modification qui sera à la marge, mais qui pour vous représente un coût dans le cadre de l'exécution. On vous le notifie et il n'y a pas de valorisation financière de cet ordre de service. Alors là, attention aussi, vous contestez cet ordre de service, toujours pareil, RAR, délai de 15 jours. Et le CCAG prévoit qu'il existe donc un refus légitime de votre part d'exécuter si aucune valorisation financière n'est faite de cet ordre de service. Donc, je le reprends bien pour que ce soit clair pour vous. On vous émet un ordre de service qui vous est notifié. Cet ordre de service ne contient aucune valorisation financière de vos prestations. Là, hop, dans le délai de 15 jours, vous contestez cet ordre de service par RAR en disant « Attention, vous ne valorisez pas l'ordre de service, donc je considère que je n'ai pas à l'exécuter en application de l'article 13.6 du CCAG Travaux ». Donc, vous voyez qu'il y a quand même une avancée visant à vous protéger, vous, titulaire des marchés. Même s'il y a ce petit point que je vous expliquais tout à l'heure relatif au cas particulier où le maître d'ouvrage vous répond, mais de manière pas très certaine. S'il ne vous répond pas, ayez le réflexe, je ne suis pas tenue d'exécuter mon ordre de service si celui-ci porte atteinte à la sécurité, à la santé de mon entreprise, de mes employés, ou contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires. Alors, s'agissant maintenant, on va changer un petit peu de crèmerie, si je puis dire, et on va parler des fameuses avances. Alors, les avances, souvenez-vous, elles sont obligatoires lorsque le montant du marché est supérieur à 50 000 € hors taxe. Il faut savoir qu'une avance, elle a pour objet de venir vous aider à
à provisionner votre marché et à vous, justement, notamment en matière de travaux, à gérer les approvisionnements ou toute la phase de préalable au début d'exécution du marché. Elle est donc obligatoire, je le disais, lorsque le marché est supérieur à 50 000 € hors taxe. Alors là, vous avez désormais 3 options qui sont clairement actées dans le CCAG travaux. Première option, vous êtes une PME et vous avez droit à 20% d'avance sur le prix total du marché ou du marché donc hors taxe. Soit vous êtes une entreprise qui n'est plus une PME mais qui est au-dessus, et là vous retombez dans le taux légal, à savoir 5%. Bon. Mais là, on voit bien encore une fois qu'il y a une volonté très claire de promouvoir l'insertion des petites entreprises et des moyennes entreprises au sein de la commande publique. Vous avez droit, et c'est acté, si le marché est donc supérieur à 50 000 € hors taxe, eh bien, à une avance d'un taux de 20% du dit marché. Deuxième option, vous pouvez avoir votre cahier des clauses particulières qui prévoit un taux supérieur. C'est-à-dire que l'acheteur peut prévoir dans son cahier des clauses particulières eh bien, que le taux sera, mettons, à 30% pour vous, PME. Vous voyez bien que là, on tourne autour de dispositions justement d'ordre public. Pourquoi? Parce que le CPP ne pourra pas prévoir un pourcentage qui serait inférieur à ces 20% pour vous, PME. Voilà. Et option C, imaginons que le marché ne précise rien, ce qui est possible, le CPP ne prévoit pas ce qu'il applique ou ce qu'il n'applique pas, et bien là, on est bien dans la notion de disposition d'ordre public. Pourquoi? Parce que notre option A va s'appliquer automatiquement, c'est-à-dire 20% d'avance pour les PME, c'est un droit, et 5% pour les autres. Donc là, c'est assez intéressant parce que jusque-là, ce n'était pas aussi clair et ce n'était pas clairement prévu dans le CCAG. Ensuite, on peut effectivement… Pardon, Marion, il y a une question sur… là, vous nous avez présenté les avances. La différence avec un acompte? Oui, alors vous faites bien de me poser la question. Effectivement, il ne faut pas confondre l'avance et l'acompte. L'acompte, ayant en tête que lui, il va être autorisé et possible pour vous lorsque vous aurez commencé à exécuter le marché. C'est-à-dire, vous commencez, il y a un début d'exécution du marché, par exemple d'une tranche, et là, vous allez avoir droit à un versement d'un acompte sur un prorata sur ce que va vous rapporter la tranche et sur ce que devra vous payer le maître d'ouvrage. La grande différence avec l'avance, c'est que l'avance, elle va être versée, que vous ayez commencé d'exécuter ou non. Toute la question de l'avance, c'est qu'elle est liée au montant du marché, peu importe que vous ayez exécuté ou non. C'est ça les deux grandes différences entre l'acompte et l'avance. Et là, j'étais bien sur l'avance, effectivement. S'agissant maintenant de la demande de paiement final, qui est prévue par l'article 12-5 du CCAG. Alors là, il faut voir aussi que l'objectif des CCAG, et ça se voit particulièrement pour ce CCAG travaux, eh bien celui-ci vise à vraiment transposer vraiment la jurisprudence administrative. Alors là, je vous parle de droit et je sais que ça ne vous intéresse pas forcément, mais c'est malgré tout très important parce que vous avez besoin de réponses techniques et je l'entends tout à fait. Mais là, au moins, l'avantage de ces CCAG travaux, c'est qu'ils se conforment au droit positif. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas juristes forcément de formation, mais vous êtes au stade d'exécution, il faut que vous puissiez avoir quand même une grille qui soit lisible et compréhensible. Et le CCAG travaux, de ce point de vue-là, a ce mérite. Pourquoi? Parce qu'il vient intégrer justement le droit positif et donc la jurisprudence administrative récente en la matière. Donc, s'agissant de la demande de paiement final, qui est quand même le nerf de la guerre pour vous, là, le CCAG vient clairement transposer ce qui est prévu en jurisprudence administrative. Alors, de manière simple et bête, je vais me permettre de la relire parce que c'est très important pour vous et que vous l'ayez en tête. Puisqu'on va parler des réserves, de ce que vous pouvez faire ou non. Le Conseil d'État vous dit, et ça a été transposé dans ce CCAG, que si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées, ou si le maître d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément l'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Donc, vous voyez là que c'est quand même très important, ce que je vous expliquais au début, à savoir de bien préciser à chaque OS, de bien notifier à chaque OS, dans le délai de 15 jours,
contradiction, toute contrariété, toute observation que vous auriez au stade d'exécution. Ça vous protège au stade ensuite de la demande de paiement final. Le juge vous dit encore, et ça a été transposé dans le CCAG, que cette fameuse mention, elle n'est pas nécessairement chiffrée, elle est sans incidence sur les éléments qui composent le décompte général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, au stade de votre OS, vous faites mention de ce que vous avez un désaccord sur, par exemple, un montant, sur plus précisément l'exécution d'une tâche qui vous paraîtrait être hors marché. C'est souvent le cas. On a l'impression qu'on s'en écarte trop, qu'on vous demande des prestations supplémentaires qui ne sont pas prévues, et on entre dans un micmac pas possible, si je puis me permettre. Vous le faites notifier à votre maître d'œuvre et copier à votre maître d'ouvrage dans le délai de 15 jours. Et tout ça ensuite devra réapparaître au stade de la réception, de l'émission de réserve. Et vous serez protégé. Lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d'ouvrage ne pourra pas réclamer au titulaire les sommes qui sont nécessaires à la levée des réserves, ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des litiges ou des réclamations dont il avait connaissance au moment de l'établissement du décompte. Donc, vous voyez, encore une fois, tout l'objectif est de vous protéger. Si vous avez bien suivi la procédure en amont, on ne pourra pas venir vous rechercher au stade de l'émission des réserves et de la demande du paiement final. Donc, c'est là où c'est très important. Par ailleurs, également, au niveau des pénalités de retard. Donc, vous allez voir qu'il y a 3 nouveautés qui viennent ici aussi, qui visent ici aussi à vous protéger. 3 nouveautés. La première, elle est relative au montant total des pénalités appliquées, qui ne peut pas excéder 10% du montant total hors taxe du marché, de la tranche considérée ou encore du bon de commande. Bon, ça c'est clairement rédigé. La seconde, c'est que, et c'est là où il y a une volonté vraiment de protection et de discussion entre le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et surtout le titulaire, eh bien, c'est qu'avant d'appliquer la pénalité, le maître d'ouvrage va vous inviter par écrit à présenter vos observations dans un délai minimum de 15 jours. Voyez là aussi qu'on est sur une disposition d'ordre public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cahiers, les dispositions particulières de vos contrats pourront prévoir un délai supérieur, mais certainement pas inférieur. Et vous savez, vous comme moi, que 15 jours, ça passe extrêmement vite. Donc, vérifiez bien dans vos marchés, lorsque vous exécutez, vous commencez l'exécution, quel est le délai qui vous est applicable. Raisonnez le plus serré possible, c'est-à-dire 15 jours, et puis vérifiez que vous n'ayez pas droit peut-être à 20 jours dans vos cahiers des clauses particulières. Donc, vous recevez, vous savez comment ça se passait jusque-là. Jusque-là, on vous appliquait la pénalité de plein droit, c'est-à-dire qu'elle était appliquée et à vous de la contester. Là, on raisonne un peu autrement et c'est ça qui est protecteur pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous saisir de ces dispositions. Le maître d'ouvrage doit vous inviter à présenter vos observations. Vous les présentez de manière circonstanciée dans le délai. Pourquoi vous êtes en désaccord avec l'application des pénalités dans leur principe ou dans leur quantum, et ce, dans les 15 jours. Le maître d'ouvrage doit, lui, s'engager à bien vous préciser le montant des pénalités qui sont susceptibles de vous être appliquées, les retards concernés, ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. Et là, c'est là où la sanction, par contre, est lourde. Si vous ne répondez pas, le maître d'ouvrage va être en droit d'appliquer ces pénalités de retard. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, là, c'est pareil, les incidences juridiques et contentieuse, je dirais, de ces nouvelles dispositions, c'est qu'est-ce qui se passe au stade contentieux si là, vous n'avez pas répondu? Est-ce que une fois que l'administration, parce que vous savez comment ça se passe, vous avez le décompte général définitif, on va partir sur le mémoire en réclamation et on en parlera après. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pourrez ensuite au stade contentieux, une fois qu'il y a eu un désaccord avec la personne publique, vous prévaloir de ces éléments-là dans dans votre mémoire en réclamation et après au stade contentieux? Est-ce que si le maître d'ouvrage émet un titre exécutoire, vous pourrez le contester au stade contentieux en vous appuyant sur votre mémoire en réclamation, alors même que malheureusement, vous n'avez pas saisi cette possibilité de présenter vos observations au stade précontentieux? Vous voyez, là, il y a un nid à contentieux. Donc, je vous invite vraiment, et j'insiste là-dessus, à présenter vos observations circonstanciées avant même que la personne publique émette ses pénalités. Et là, il faut vraiment que dans votre tête, vous changiez complètement de raisonnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je ne considère pas que la pénalité m'est applicable de plein droit.
je considère qu'en application du CCAG, cette pénalité, je peux, avant qu'elle soit régulièrement émise, la contester. Contestez-le obligatoirement. Et là, pour faire un aparté et pour que ça avance, puisque je vois que l'heure avance aussi, il faut savoir que cette notion de pénalité, elle va aussi s'appliquer de la même manière au stade du CCAG travaux, du CCAG fourniture courante et services, et aussi CCAG maîtrise d'œuvre. Ça va être le cas pour les CCAG. On change vraiment de raisonnement, si je puis dire. Et enfin, il est clairement acté que ces pénalités pour retard vont s'appliquer et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré. Voilà, donc là aussi, c'est une nouveauté puisque jusque-là, ce n'était pas clairement rédigé. Donc ensuite, on arrive aux mesures Covid qui ont été transposées dans le CCAG travaux. Alors là, qu'est-ce qu'on a dans ce CCAG travaux? On a deux grandes nouveautés. Il est vraiment prévu que dans le cadre de mesures, d'éléments complètement exceptionnels qui sont imprévisibles et qui bouleversent considérablement l'exécution du contrat, eh bien, soit il va y avoir une possibilité de poursuivre les travaux avec une évaluation de l'impact financier de ce bouleversement sur l'économie du contrat, soit carrément, deuxième option, la suspension des travaux avec les mesures pour le constat des travaux exécutés et la répartition des surcoûts entre l'entreprise, c'est-à-dire vous, et le maître d'ouvrage. Donc ça, c'est assez important. Et Marion, pardon, que deviennent les ordonnances Covid? Alors, les ordonnances Covid, oui, vous faites bien de poser la question. Elles ont vocation à s'appliquer pour les marchés qui ont été conclus pendant la période des dites ordonnances et avant, et qui donc ne sont pas régis par ces nouveaux CCAG. Donc, raisonnez bien avec vos anciennes ordonnances Covid pour vos anciens marchés. Et pour le nouveau CCAG travaux et les nouveaux CCAG en général pour les bouleversements ultérieurs du Covid qui pourraient naître ou de toute autre épidémie, mais on ne va pas se le souhaiter. Et là, vous appliquerez votre nouveau CCAG travaux ou votre, par exemple, nouveau CCAG fourniture et services. Donc, pour résumer, vos ordres Covid, vous allez les appliquer pour tous les contrats qui ont été conclus, soit pendant la période Covid, bon, c'est plus rare, premier confinement, soit les contrats qui ont été conclus avant. Voilà. Et d'ailleurs, là-dessus, je me permets si vous avez des doutes sur l'application de l'ordonnance Covid, on avait fait une webconf là-dessus et surtout, j'avais fait des fiches pratiques sur vraiment les ordonnances Covid. Donc ça, on pourra peut-être vous les renvoyer si vous le souhaitez parce que justement, elle vous précise clairement aussi comment vous mettez en œuvre la poursuite des travaux ou la suspension. Et donc, ça va s'appliquer pour éventuellement les nouveaux confinements qu'on pourrait vivre par la suite ou les nouvelles suspensions dont vous pourriez faire l'objet. S'agissant maintenant du règlement des litiges. Là encore, on a deux modifications. Et pour vous, ça va être important. Ça va être d'une part des modifications relatives au contenu du mémoire en réclamation. Et d'autre part, des modifications relatives à ce qu'on appelle les MARD, c'est-à-dire les mesures alternatives de règlement des différends qui sont privilégiées. Alors, je sais que là, je fais beaucoup de juridique, mais malheureusement, c'est vraiment important parce que moi, j'ai beaucoup d'entreprises et je le constate au quotidien qui ne maîtrisent pas trop ces délais parce que forcément, vous êtes la tête dans le guidon et au stade de votre exécution. Et surtout, vous avez du mal à gérer justement la nature même de la réclamation que vous devez réaliser, dans quel délai et surtout dans quel contenu. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un effort de pédagogie, je trouve, du CCAG travaux, et c'est pareil pour les autres CCAG, sur la notion de différent d'une part, et surtout sur le contenu de ce mémoire. Donc, je me permets de lire ce qui est prévu dans le CCAG, mais c'est important afin que ce soit clair pour vous. On vous dit tout différent entre le titulaire et le maître d'œuvre ou entre le titulaire et le maître d'ouvrage doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire en réclamation qui expose les motifs du différend et qui indique le cas échéant pour chaque chef de contestation le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d'ouvrage et adressé en copie au maître d'œuvre. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que clairement, on vous indique ce que vous devez faire, à savoir
préciser les motifs de vos différends, et c'est très souvent le cas quand le maître d'œuvre vient vous imposer ce que vous considérez comme étant des prestations hors marché. J'ai des exemples tout simples en tête. Par exemple, moi, j'ai des entreprises, le maître d'œuvre et la visite de chantier n'a à aucun moment précisé que pour réaliser leurs prestations, il fallait que les plafonds soient systématiquement déposés et que les anciennes canalisations soient déposées aussi. Et elle se retrouve à tout devoir déposer, tout devoir pour pouvoir mettre en place les nouvelles canalisations ou les nouveaux réseaux. Et ça n'a jamais été prévu, en tout cas sur l'intégralité des surfaces du marché. Donc maintenant, le maître d'œuvre le prévoit, alors qu'il y a un micmac pas possible, c'était pas clairement prévu dans les pièces et dans même les études réalisées par le maître d'œuvre lui-même. L'entreprise titulaire considère que ça n'a strictement rien à voir avec la tâche initiale pour laquelle elle a candidaté, pour laquelle elle a fait une offre financière. Et donc là, typiquement, vous devez, dès le stade de l'exécution et à la toute fin également, faire des mémoires en réclamation dans lequel vous précisez que selon vous, cette prestation n'est pas réalisée ou en tout cas pas comme ça. Et suivez bien la procédure qui est, j'envoie mon mémoire en réclamation à qui? À mon co-contractant. Qui est mon co-contractant? C'est le maître d'ouvrage et j'en envoie une copie à mon maître d'œuvre. On vous dit dans le nouveau CCAG travaux également que les MARD, donc les mesures alternatives de règlement des différends, sont privilégiées. Alors, on va en parler, parce que là, il peut y avoir une critique aussi. On vous dit que lorsque le maître d'ouvrage et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l'issue de la procédure que je viens de vous décrire, eh bien, il privilégie le recours à un comité consultatif de règlement à l'amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises ou à l'arbitrage, dans des hypothèses qui sont prévues par le Code de la commande publique. Alors ça, c'est bien parce que l'objectif, c'est d'éviter le stade contentieux. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, vous pourrez avoir l'impression parfois que malgré tout, ça traîne en longueur et que ça ne vous aide pas à réaliser votre marché dans le délai. Donc pensez bien, même si vous optez pour cette phase précontentieuse et consensuelle, si je puis dire, à vous couvrir quand même et à acter bien, à chaque fois à contester vos ordres de service et à détailler très précisément vos mémoires en réclamation. Par ailleurs, sachez-le quand même pour le stade contentieux, si vous deviez y aller, le juge administratif est très sensible. C'est vraiment la très, très, très grande mode, la mesure alternative de règlement des différends. Et donc, il sera attentif à ce que vous ayez tenté de résoudre vos différends via cette voie-là. S'agissant maintenant des accords cadres avec un minimum garanti. Alors, il faut savoir que lorsque les accords cadres avec minimum garanti sont mis en œuvre et que le minimum garanti n'est pas atteint, eh bien, vous avez clairement un droit à indemnisation de la perte du bénéfice net sur les commandes manquantes. Et là, comment vous pouvez justement prouver la réalité de la perte de ce bénéfice net? Eh bien, il faut vraiment que vous produisiez des justificatifs comptables qui permettent de déterminer la marge nette attendue. Alors, je sais qu'en matière de travaux, on a des pourcentages tout faits, que selon les types de travaux, on va considérer que la marge nette, elle va être de 5 à 10%. Maintenant, partez pas bille en tête avec ce pourcentage-là. Essayez d'avoir vraiment des autres documents comptables, notamment si vous pensez que vous pourriez obtenir plus que les pourcentages que je viens de vous citer. Et ça, excusez-moi, du coup, moi j'ai changé de casquette. Je ne vous ai pas dit que c'était les accords cadres en matière de fourniture courante et de services. Excusez-moi, je m'emballe un peu. Et là, on était passé clairement aux fournitures courantes et de services. S'agissant des fournitures courantes et de services, on va passer aussi, on va passer du temps aussi sur la notion de différent. Ça va être important aussi. Pourquoi? Parce que il va falloir que vous le provoquiez si vous n'avez pas de réponse claire de votre maître d'ouvrage. Je m'explique. Le juge administratif considère, et ça a été repris dans le CCAG fourniture courante et services, que l'apparition d'un différend résulte en principe d'une prise de position écrite, explicite ou non équivoque qui émane de l'acheteur et qui fait apparaître un désaccord. Mais imaginons qu'on n'ait pas de réponse écrite, de désaccord explicite de l'acheteur.
comment on fait? Eh bien là, le juge administratif vous dit, et c'est le raisonnement qu'on a toujours en droit public, qui est que ça peut émaner du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure de votre part dans un certain délai. Mais si vous ne le mettez pas en demeure et qu'il n'y a pas de réponse franche de l'acheteur ou pas de silence gardé par l'acheteur, on ne va pas pouvoir considérer qu'il y a un différend et que vous pouvez actionner justement la procédure de réclamation. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que l'acheteur n'honore pas une facture, ce qui est quand même très souvent le cas parce qu'on le sait, les personnes publiques, elles mettent quand même, même si on essaye d'avancer là-dessus, avec Chorus Pro, etc., c'est quand même une usine à gaz. Et vous avez des délais de paiement qui, malgré tout, restent très longs. Bon, le seul fait que l'administration, que l'acheteur ne se conforme pas à son obligation de paiement dans le délai de 30 jours ne suffit pas à considérer qu'il y a un différent objectif entre vous et l'acheteur. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez le mettre en demeure. Et ça, c'est effectivement ce qui est prévu par l'article 46.1 du CCAG-FCS. Qu'est-ce qui se passe? Option A, vous avez une prise de position explicite de l'acheteur. Il n'est pas d'accord avec vous. Bon, très bien. Option B, vous le mettez en demeure. De vous dire, par exemple, vous n'avez pas réglé cette facture, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un désaccord entre vous et moi ou est-ce que tout va bien? L'acheteur garde le silence pendant 15 jours et là, pareil, vous allez actionner la procédure de réclamation dont on parlait tout à l'heure. Et option C, qui est une option très particulière en matière de fourniture courante et services, c'est l'option selon laquelle vous ne recevez pas vous recevez pas un décompte de résiliation dans le cadre très spécifique de la résiliation du marché. Bon, eh bien, dans ces trois options, prise de position de l'acheteur ou notamment silence de l'acheteur suite à votre mise en demeure, vous considérez qu'il y a donc un différent et là, vous notifiez votre mémoire en réclamation dans les conditions que je vous expliquais tout à l'heure et qui étaient applicables au marché public de travaux, qui sont transposables à tout autre type de marché public et notamment au marché public de fourniture courante et de services. Et là, je sais que je vous parle beaucoup de délais, mais ce sont des délais qui sont incompressibles, donc il faut vraiment que vous les respectiez. Sinon, vous allez perdre vos droits. Vous avez 2 mois pour notifier un mémoire en réclamation à l'acheteur. Si vous ne le faites pas et qu'après vous venez saisir un avocat en disant on ne m'a pas répondu à ma mise en demeure, il y a un désaccord entre moi et l'acheteur, là vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer parce que moi par exemple si j'introduis en votre nom et pour votre compte une requête au tribunal administratif, le tribunal administratif la rejettera en disant vous êtes forclos. Ça veut dire vous êtes irrecevable, vous n'avez pas fait cette procédure préalable de réclamation. Donc, il faut vraiment que vous soyez ceinture bretelle, si je puisse m'exprimer ainsi sur les délais, et que vous respectiez vraiment ces délais qui sont incompressibles. Et imaginons encore, on va plus loin, et ça m'arrive régulièrement, suite au mémoire en réclamation, la personne publique, l'acheteur ne vous répond pas, le maître d'ouvrage ne vous répond pas. Là, vous avez 2 mois pour saisir le tribunal administratif compétent. Donc, je récapitule, mais c'est important. Des accords différents, donc qui peut naître soit d'une mise en demeure et du silence gardé par l'administration, soit par un désaccord franc de l'administration écrit express, pas oral. L'oralité, ça ne fonctionne plus. Vous avez 2 mois pour notifier votre mémoire en réclamation. L'administration ne vous répond pas dans un délai de 2 mois, c'est ce qu'on appelle une décision implicite de rejet, et vous-même avez encore 2 mois pour saisir le tribunal administratif compétent. Enfin, on va parler des pénalités de retard, et là, raisonner encore en pénalité de retard, toujours de la même manière. Les pénalités de retard, elles vont être appliquées aux titulaires du marché, elles ne peuvent pas excéder 10% du montant hors taxe de ce marché. Là encore, même casquette, et j'insiste là-dessus, mais c'est important parce qu'on change foncièrement de ce qu'on voyait avant, c'est-à-dire, avant, les pénalités étaient appliquées de plein droit, là, on raisonne autrement, c'est-à-dire que l'acheteur va vraiment vous inviter à présenter vos observations dans un délai minimum de 15 jours. L'acheteur va préciser le montant des pénalités, le ou les retards qu'il estime que vous avez commis et le délai imparti pour présenter vos observations qui peut effectivement être
supérieur à ce délai de 15 jours. C'est un préalable obligatoire, donc par pitié, respectez-le bien et présentez bien vos observations. Et il faut savoir qu'en marché de fourniture courante et de services, il y a un principe constant qui est régulièrement écrit maintenant, qui est l'exonération de pénalité de 1 000 € hors taxe à laquelle, attention, l'acheteur peut déroger. Donc, imaginons que l'acheteur envisage de vous imposer des pénalités de 5 000 € hors taxe. Le CCAG prévoit une exonération de 1 000 € hors taxe à laquelle l'acheteur peut malheureusement déroger. Et enfin, s'agissant donc du CCAG fourniture courante et services, vous avez le cas l'hypothèse des prestations supplémentaires ou modificatives. Donc, imaginons qu'on a un OS qui vient fixer aussi des prestations qui sont supplémentaires ou modificatives. L'OS qui fixe, par exemple, provisoirement des prix nouveaux qui ne sont pas prévus par le marché pour le règlement de ces prestations, eh bien, attention, vous, titulaires, vous allez être réputé avoir accepté les prix provisoires dans les 30 jours suivant cet ordre de service, si vous n'avez pas présenté d'observation à l'acheteur en mentionnant, tout en le justifiant, les prix proposés. S'il y a un désaccord entre vous et l'acheteur, eh bien l'acheteur va régler provisoirement uniquement les sommes qu'il admet. Et attention aussi, là on raisonne aussi pareil qu'en marché public de travaux et globalement pour tous les autres marchés publics, si l'ordre de service n'a fait l'objet d'aucune valorisation financière, là vous n'êtes pas tenu de vous conformer à cet ordre de service. Donc, juste, je me permets de récapituler. Imaginons, vous avez un ordre de service qui fixe des prestations supplémentaires avec des prix nouveaux qui n'ont pas été consentis. Vous êtes réputé les avoir acceptés si dans un délai de 30 jours, alors vous voyez, en plus, on a les délais qui varient parce que sinon, c'est plus 15 jours, là, c'est 30 parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Donc, vous raisonnez peut-être sur 15 jours sur tous vos délais pour être sûr. Eh bien, si vous ne contestez pas cet OS, on va vous appliquer ces prix, même si après, vous, a fortiori, vous vous rendez compte qu'en fait, les prix sont complètement prédateurs et ils ne sont pas conformes à la réalité de la pratique et du coup, vous ne rentrez pas dans vos frais. Donc, s'il y a un désaccord express, l'acheteur, lui, va régler les sommes qu'il admet et là, on va partir ensuite en procédure de réclamation. Et enfin, dernière chose, et je m'en arrêterai là parce que je suis bien consciente d'avoir déjà été trop longue, si l'OS n'a fait l'objet d'aucune valorisation financière, pareil, vous raisonnez de la même manière dans tous les marchés publics, vous n'êtes pas tenu de vous y conformer. Et là, les CCAG sont fermes là-dessus et on parle bien de dispositions d'ordre public auxquelles l'acheteur ne pourra pas déroger. Voilà, je m'en arrête là pour les CCAG. Alors, il y avait une question, mais peut-être qu'elle sera traitée en aparté directement avec la personne sur les causes d'insertion sociale parce que c'est très particulier. Oui. Peut-être pour conclure, Marion, votre avis sur ces nouveaux CCAG, peut-être pour conclure. Alors, je pense que clairement, on va dans le bon sens parce qu'il y a une volonté de lisibilité et de cadrage des procédures. Et donc ça, c'est protecteur pour le titulaire. Mais attention, ce que j'ai essayé de mettre en exergue donc, tout au long de cette conférence, c'est que du coup, à chaque fois qu'on crée des procédures, enfin qu'on les matérialise, il y a des petits nids à contentieux qui se dressent. Donc soyez vigilants là-dessus et peut-être ayez bien en tête les points qu'on a vus aujourd'hui et les fiches que j'ai essayé de faire qui visent à être synthétiques là-dessus. Surtout, le point final, ce qui est à retenir selon moi, c'est vraiment que vous devez impérativement cadrer vos entreprises sur cette partie-là qui est assez procédurale, qui est assez rébarbative, mais qui est indispensable à la bonne exécution de vos marchés. Sinon, en matière de pénalité, de règlement des différends et de règlement même du marché, vous allez avoir systématiquement des problématiques. Mais je pense qu'on va dans le bon sens. Enfin, c'est mieux qu'avant, je le pense, sincèrement. OK. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions, donc il me reste à vous remercier pour cette intervention qui était très technique, très pointue. Merci pour l'exercice. Donc, je donne rendez-vous pour la prochaine webconférence UPV le 5 octobre prochain. Ça sera encore sur des pièges, mais rien à voir sur les pièges à éviter pour être performant sur les réseaux sociaux, animé par Grégory Grisser de la société Untiz.
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.